Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 37e épisode du Lifestyle Décodeur. Au vu de sa fermeture récente, je tenais à faire un épisode sur le concept store emblématique de Paris, j'ai nommé Colette. Avant d'avoir le crâne, comme tu le sais, il y avait le fameux sac Colette. En vrai, il était là de base parce que je savais pas trop comment décorer mon fond. Et en fait, je me disais que le sac Colette pouvait représenter rapidement un peu mon univers, etc. Bon, si ça leur a fait de la pub, tant mieux, hein, mais je pense pas qu'ils avaient besoin de moi. Cette boutique était un véritable lieu culte pour les amateurs de mode, de luxe et de produits d'avant-garde. Pour ma part, j'y allais de temps en temps pour découvrir des nouvelles tendances et des nouvelles marques. De temps en temps pour faire des emplettes, mais bon, ça s'arrêtait aux t-shirts et aux sneakers. Faut pas rêver, le reste ça coûtait beaucoup trop cher. Beaucoup de gens connaissent Colette de nom, mais ne savent pas exactement pourquoi en fait cette boutique est si emblématique. Et pourquoi l'annonce de la fermeture de cette boutique a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la mode. Et du coup, dans cette vidéo, comme tu t'en doutes, je vais donner les raisons pour lesquelles Colette était si prisée. Sans plus attendre, on y va. Tout d'abord, il faut savoir que la notion de concept store telle qu'on l'entend aujourd'hui est relativement jeune. Elle ne date pas plus de 30 ans. Parce que le terme aujourd'hui fait un petit peu fourre-tout, je vais essayer de te définir qu'est-ce que veut dire concept store. Donc un concept store, c'est une boutique qui propose un nouveau concept, bon là je t'avance pas beaucoup, une nouvelle façon d'approcher la consommation qui mêle à la fois commerce en détail et culture en fait. Et dans un concept store, il y a plusieurs univers, la restauration, le design, la mode, le high-tech, etc., etc. La notion de culture est vraiment intrinsèquement liée au concept store. Dans les années 70, il existait des concepts un petit peu similaires donc au concept store. Ça s'appelait les drugstores, donc c'était des grands endroits où tu pouvais retrouver plusieurs bars, des boutiques indépendantes, aussi des endroits réservés pour la lecture. Il existait aussi l'éclaireur, donc une boutique de créateurs. Mais le premier concept store tel qu'on l'entend aujourd'hui a vu le jour en 1991 à Milan. La personne à l'origine de ce concept s'appelle Carla Sozani, la propriétaire d'une galerie photo très vite transformée en boutique concept du nom de Ten Corso Como. En plus des expositions régulières, le lieu devient un endroit hybride partagé entre la restauration, les objets design et bien sûr la mode. Une boutique hors du commun qui attire tous les branchés de Milan. 6 ans plus tard, c'est-à-dire en 1997 pour ceux qui n'ont pas fait le calcul, Sarah Andelman, une jeune étudiante diplômée de l'école du Louvre, et sa mère Colette Rousseau, une grossiste du Sentier, constatent avec tristesse qu'il ne se passe plus grand-chose à Paris niveau mode. Tout le monde a désormais les yeux rivés sur New York, Londres, Tokyo. Il fallait redynamiser Paris avec un concept rafraîchissant et dans l'air du temps. Et c'est de là que Sarah et Colette décident d'ouvrir un concept store qui rassemblerait tous leurs coups de cœur, que ce soit dans la mode, dans le design, dans la beauté, dans le high-tech, etc. Elles ont choisi comme nom Colette, le nom de la fondatrice de la boutique. Alors, pourquoi Colette? Tout simplement parce que ça sonne très parisien et que ça a une super résonance à l'international. Tu sais, quand c'est typiquement français, en général, les gens apprécient. Donc cette boutique se situe au centre de Paris, plus précisément sur la rue Saint-Honoré. Lorsqu'elles se sont lancées, cette idée n'excitait pas grand monde. Comme tu le sais, en France, on est très frileux niveau nouveau concept, et la boutique Colette n'a pas fait exception à la règle. Sarah disait d'ailleurs que les sceptiques leur laissaient 2 ans avant de mettre la clé sous la porte. Pourtant, la boutique a existé 20 ans et a connu un succès fulgurant jusqu'à sa fermeture. En 2016, le chiffre d'affaires s'élevait à 28 millions d'euros. Donc pour une seule boutique, c'est vraiment pas mal. La boutique s'est démarquée grâce à son ambiance très particulière, mais aussi pour son côté exclusif. Ce qui est vendu chez Colette, tu le trouves difficilement ailleurs. Plus qu'une simple boutique, Colette va devenir une véritable institution dans le monde de la mode et dans le monde entier. Et c'est au sommet de sa gloire que la boutique décide donc de fermer ses portes. Cette décision vient de Colette elle-même qui désirait donc se retirer, et donc sans Colette, la boutique Colette ne pouvait plus exister. Ce qui m'a le plus interpellé avec la boutique, c'est la façon dont plusieurs univers réussissaient à cohabiter avec harmonie dans un espace de seulement 700 mètres carrés. Et ça, on doit notamment à Sarah Andelman, la directrice artistique de la boutique. Son rôle est donc de repérer les nouveaux talents, les nouvelles marques dans les magazines français et internationaux. Et en plus de ça, elle reçoit beaucoup de demandes de marques qu'elle doit donc sélectionner. Et c'est donc de là qu'elle va sélectionner les marques, les agencer dans la boutique et faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonie. Du coup, la boutique, c'est un petit peu un melting pot de marques, quoi. Bon, on nous parle beaucoup de marques made in France ou des choses comme ça. Ça va pas orienter ma sélection. J'essaye pas d'être pro franco-française, pro parisienne. Je reste objective, quelle que soit la nationalité. À mon avis, l'un des points communs de tous ces articles, c'est d'avoir un esprit fun. Quand je dis fun, je pense notamment au monde du dessin animé qui est coloré et jovial. Ce qui va à contresens des boutiques de luxe qui sont en général assez austères et tu vois monochromes. Par exemple, il y a aussi le logo, tu sais, ces 2 boules bleues qui ont été souvent réimaginées en mode dessin animé avec un sourire et des yeux, etc. Ça, on le doit notamment à Kevin Lyons, le directeur artistique qui a beaucoup travaillé avec la boutique. Sa spécialité à lui, c'était de faire des petits dessins de monstres. Il y a aussi l'artiste japonais Murakami qui a travaillé à plusieurs reprises avec la boutique, ou encore l'artiste new-yorkais Cause.
chose. En jouant habilement entre collaboration et branding différenciant, Colette n'était plus seulement une boutique mais une véritable marque. À tel point que lorsque tu vois un objet ou encore un produit, tu peux te dire « Tiens, ça, je le verrais bien chez Colette ». Cet univers fun fait de Colette une boutique dans laquelle on n'a pas peur de rentrer et dans laquelle on n'a pas peur de toucher aux produits, contrairement à une boutique de luxe classique qui est assez intimidante. Avec Colette, on est plutôt dans quelque chose qui est relativement chaleureux. Autre chose encore plus pertinent pour la Iconic Mafia, Colette, c'est la première boutique à faire cohabiter le streetwear et la haute couture dans un seul et même lieu. Vendre une robe Chanel et une sneakers Nike n'a jamais été une incohérence pour le concept store. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder Sarah Handelman, elle en est l'incarnation même. C'est vraiment à partir de 2003 que la boutique décide de mettre de côté tout ce qui est un peu design, immobilier, etc. qui était au rez-de-chaussée pour faire plus de place au streetwear, à la culture urbaine. Et dans le streetwear, il y avait Bape ou encore Staple. Bref, tous les trucs cool qu'on trouvait nulle part ailleurs en France. Par la suite, il y a aussi eu des petites marques qui ont fait leur premier pas dans la boutique. Je pense notamment à Ape Means Nothing ou encore Club 75 et plus récemment les artistes. La boutique avait donc 3 niveaux. Le rez-de-chaussée était donc réservé au streetwear, aux magazines et au high-tech en majorité. Le premier étage était réservé aux créateurs, à la haute couture aussi, mais également aux bijoux et à la beauté. Mais il reste un dernier niveau dont on n'a pas encore parlé. Le sous-sol qui est donc réservé au water bar. Oui, tu as bien entendu, un water bar, donc un bar à eau. Donc parlons-en de ce bar à eau. C'est un bar avec plus de 36 eaux plates et 30 eaux gazeuses. Il y a même une eau qui s'appelle Icelandic Ice, une eau venue tout droit des cercles polaires. Waouh. Au point où on en est, pourquoi pas faire des dégustations d'eau, tant qu'on y est. Ça existe ça? Merci beaucoup. Une eau assise charpentée, c'est sûrement dû au carbone, je pense. On distingue vraiment les arômes de la mer du Nord, hein. De la mer Noire. Désolé, de la mer Noire, je veux dire, et l'Ingitro. Non, sérieux, ça m'a toujours paru improbable, et pourtant ce water bar était plutôt populaire. Comme quoi, il faut toujours penser outside the box, en dehors de la boîte, pour ceux qui comprennent pas. Des exclus, des éditions limitées, des collaborations spéciales ou des avant-premières, c'est quelque chose de fondamental. Pas que, mais c'est très important. Comme l'a bien résumé Guillaume Salmon, le RP de la boutique, l'esprit de collaboration et d'exclusivité fait partie de l'essence même du concept store. Étant devenu une adresse incontournable dans le monde de la mode, beaucoup de marques ont compris que collaborer avec la boutique était très bénéfique pour elles, et que ça peut avoir de super retombées commerciales et marketing. Pourquoi? Premièrement parce que la boutique attirait tous les testmakers du monde entier, donc faire une collaboration avec Colette peut avoir des retombées très bonnes en termes d'image de marque, mais aussi de notoriété. Pour les petites marques, je ne pense même pas que le but soit de vendre un maximum chez Colette. Après tout, le corner streetwear est assez petit et je ne pense pas que énormément de ventes peuvent être réalisées là-bas. Bon, après c'est Colette, il y a énormément de trafic, donc forcément il y a quand même pas mal de ventes, mais vendre un maximum n'est pas le but premier des marques qui sont commercialisées là-bas. Par contre, c'était un excellent moyen d'être repéré par les acheteurs du monde entier qui éventuellement seraient intéressés de commercialiser une marque vendue chez Colette dans sa propre boutique. Pour ceux qui ne savent pas, les acheteurs sont les personnes qui sont chargées d'acheter des collections ou alors des marques pour le compte d'une boutique en fait. Parce qu'après les Fashion Week, où est-ce que les acheteurs se dirigeaient pour faire des emplettes et découvrir les nouvelles tendances? Colette, un excellent moyen de gagner en crédibilité, et en plus pour une marque ça fait toujours bien de mettre dans son dossier de presse distribué chez Colette. Et pour les marques internationales, Colette est un excellent moyen de tester le marché français et de s'y implanter si succès il y a. Dans ce cas précis, tu as par exemple les cosmétiques Kiehl's qui ont d'abord été distribués en exclusivité chez Colette. Kiehl's, c'était la première marque vraiment importante qu'on a eue et qui peut-être est même la raison du pourquoi du magasin, si tu veux, parce que quand Sarah et Colette allaient à New York, elles allaient chez Kiehl's, elles trouvaient ces produits qu'elles adoraient, elles les trouvaient pas à Paris. Quand on dit bah tiens faisons un magasin, peut-être qu'on pourra contacter Kiehl's et avoir les produits ensuite en boutique. Dans le streetwear, tu as eu aussi Bape et Ice Cream qui ont été vendus exclusivement dans la boutique pendant une certaine période. Et dans la catégorie high-tech, tu as eu Apple Watch. Apple Watch, introuvable comme prévu dans les Apple Store, mais bien disponible chez Colette. C'était l'un des 6 magasins au monde où on pouvait repartir avec. Tout ça combiné au fait que les vitrines et les produits exposés changeaient toutes les semaines, l'effet de nouveauté est resté absolument constant tout le temps de l'existence de la boutique. Sans parler des collections en édition limitée de sneakers, bon tout ça tu le sais. D'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai découvert la boutique grâce à la paire de Air Yeezy 1 à l'époque, je crois qu'elle était sortie en 2008 ou quelque chose comme ça. Je me rappelle m'être pointé dans la boutique et avoir demandé à un vendeur « Hey, est-ce que je peux avoir une Air Yeezy 1 ?» Il m'a regardé. Ha! Très drôle. À l'époque, je savais pas trop comment ça marchait, tout ça. En plus des collaborations en termes de distribution, tu as eu aussi énormément de collaborations directement avec la boutique. D'ailleurs, avant la fermeture de la boutique, tu avais beaucoup de produits en collaboration directement avec Colette. Je pense notamment à la marque Apple Core ou encore le sweat que je porte actuellement. Par contre, Colette n'a jamais voulu devenir une marque de textile à part entière. Car je pense que la boutique ne voulait pas faire concurrence aux marques qu'elle commercialisait. La boutique voulait rester un lieu, même si je pense, au vu de l'univers, qu'elle aurait pu largement le faire.
Étant devenu une véritable institution, les amateurs de mode de passage à Paris étaient obligés de faire un tour dans la boutique. D'ailleurs, je tiens à dire que la boutique est citée sur Google Maps au même titre que le jeu de paume ou encore la station Pyramide pas loin. D'ailleurs, le succès de la boutique a vachement contribué à embourgeoiser la rue Saint-Honoré. Tu vois la boutique Balenciaga qui est pas très loin? Eh ben avant c'était un parking. Il y a aussi le palace, le Mandarin Oriental qui est arrivé en 2011. Je pense que c'est aussi dû au fait que la rue a été très embourgeoisée, donc indirectement grâce à Colette. Apparemment, sur cette rue-là, le loyer a augmenté de plus 400% en 10 ans. Le truc, c'est genre... C'est la 3e rue la plus chère en termes de loyer, juste derrière l'avenue Montaigne et les Champs-Élysées. Pendant les Fashion Week, la boutique était blindée, donc c'était devenu un petit peu un endroit où les aficionados de la mode s'y montraient pendant ces périodes-là. Les célébrités y étaient régulièrement vues, que ce soit de passage, pour faire des emplettes, pour une séance de dédicace, ou encore carrément pour lancer une nouvelle collection. Mais désormais, tout ça c'est de l'histoire ancienne, la boutique a fermé ses portes au sommet de sa gloire, Sarah Andelman, donc la cofondatrice de la boutique, s'oriente plus vers du consulting d'après ce qui a été dit, et sa mère est arrivée à un âge où il est temps de prendre son temps. Qu'est-ce que c'est joliment dit quand même. Bon, clairement c'est la retraite, hein. Bon, c'est juste des grands mots. Et maintenant que la boutique Colette n'est plus, où est-ce qu'on va trouver des produits d'avant-garde, où est-ce que les séances des dédicaces des stars vont se passer, etc., etc. Où se trouvera le rendez-vous hype? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais l'ambiance qu'il y avait dans cette boutique était quand même exceptionnelle. Est-ce qu'un autre concept store dans le genre pourrait voir le jour à Paris? Déjà qu'on peut pas refaire l'histoire, donc à voir. Donne-moi ton avis dans les commentaires, que ce soit sur Colette, sur les endroits hype, sur Paris, etc. Bref, exprime-toi quoi, comme d'habitude. N'oublie pas de lâcher ton pouce bleu et de partager cette vidéo si tu l'as appréciée. Aussi, n'oublie pas de me suivre sur Instagram et Twitter. C'est d'ailleurs là-bas que je tiens à informer mes abonnés sur les émissions qui vont arriver et sur mes projets en général. D'ailleurs, petite PSA, la vidéo de vendredi prochain sera pas un lifestyle décodeur, ce sera une vidéo où je vais vous parler de mes plans pour l'année 2018. Aussi, vendredi prochain, toujours, je serai à la soirée Hip Hop Love Soul, qui va se dérouler donc le vendredi 29. Donc si t'y es, on pourra peut-être y voir, qui sait. En tout cas, je mets un lien dans la description pour les gens qui seraient intéressés. Tout ce que j'ai à dire désormais, c'est goodbye Colette. Et je te dis à vendredi prochain. C'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir. It's Chris d'Iconic, ouais. Aïe. Yeah.